Fais quoi, tu veux partir à 10h pile? Je pense qu'on va Ouais. attendre 10h et je ferai une montée sur scène. Ça marche. Donc là, on est live. Là, on est live et j'ai démarré l'enregistrement. Ok. Je vais couper le micro. Et... Bonjour à tous. On va attendre quelques minutes que tout le monde arrive et puis on va démarrer le webinar. Du coup, vous pourrez, vous voyez une fenêtre où vous pouvez interagir directement avec nous sur les messages et on y répondra du coup en fin de webinar à toutes vos questions. On a encore une petite minute et puis on va commencer. Ok, bonjour à tous, je vous propose de commencer. Déjà, bienvenue dans ce webinaire qui va parler d'optimisation de marge et de l'empreinte carbone dans un appelant. Donc, c'est un sujet qui est au cœur de l'actualité. Donc, on va suivre un agenda qui est plutôt simple. Donc, on va commencer par une introduction du contexte, un peu vous expliquer pourquoi aujourd'hui on vous présente cette solution et comment ça peut répondre à vos problématiques au quotidien. Donc, on illustrera tout ça par une démonstration. Donc, il y aura 3 applications. On vous expliquera en quoi consiste chacune d'elles. Ensuite, on conclura un peu sur ce qu'on vous a présenté et puis les points principaux à retenir sur la solution. Et ensuite, à la fin, on répondra à vos questions que vous pourrez poser tout au long de la présentation via le chat. Vous ne pourrez pas communiquer directement avec nous. Donc, n'hésitez pas à le faire tout au long de la présentation. On tâchera d'y répondre en fin de séance. Donc, une rapide présentation des présentateurs du jour. Donc, je suis accompagné de Guillaume et de Paul qui sont consultants EPM et Data Analytics chez Meltone. Et moi, Camille, du coup, je pilote la BU Data Analytics chez Meltone. En quelques mots pour présenter notre société. Donc, on a un cabinet de conseil spécialisé en transformation digitale. On a 3 offres principales, l'ERP, l'EPM et Data Analytics, dont on va parler plus précisément aujourd'hui. Donc, au travers de toutes nos offres, notre but, c'est de redonner la main au métier vraiment sur leurs opérations, qui soient vraiment capables de réaliser tout ça en autonomie. Donc, on a 4 bureaux aujourd'hui, un à Paris, qui est le principal, un à New York, un à Bogota, un à Montréal, qui nous permet de rayonner vraiment sur l'ensemble de la planète. Et à aujourd'hui, on représente un peu plus de 10 millions de chiffres d'affaires et de 100 employés.
Si je fais un focus, sur les offres, pour vous montrer qu'au-delà de l'expertise fonctionnelle, on a aussi un grand nombre de partenariats, spécialisés sur, chacune des offres. Donc je vous laisserai consulter, la présentation qui vous sera, remise en sortie. Mais ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est qu'on a une approche qui est d'abord métier et ensuite vous présenter les bons outils en face, C'est pour ça qu'on a cet écosystème de partenaires, qui nous permet vraiment d'adresser, chacune de vos problématiques fonctionnelles au mieux. Si maintenant je fais un focus sur Anaplan qui nous concerne directement aujourd'hui et dont on va vous faire la démonstration. Donc c'est un partenariat qui est fort, donc qui a été lancé, il y a un peu plus de 7 ans maintenant. Donc on est strategic partner depuis 2020, donc c'est-à-dire qu'on fait partie vraiment des partenaires principaux pour Anaplan avec lesquels on a une forte connexion. On a publié l'ensemble des apps qu'on va vous présenter, sur le App Hub d'Anaplan. Donc ça vous permet, de pouvoir récupérer, la démonstration et puis le contenu fonctionnel, et de pouvoir aussi communiquer directement avec nous si vous êtes intéressé par, vraiment ce qu'on va vous présenter. Aujourd'hui aussi, le cabinet représente, on va dire, une des équipes Anaplan les plus fortes aussi, sur le secteur, donc avec plus de 15 consultants certifiés et on continue, voilà, de faire grossir cette équipe. Donc le mur de logo, au-delà de l'aspect commercial, c'est aussi pour vous montrer qu'on travaille vraiment avec, tout type, de secteur et toute taille d'entreprise et tous ces projets, pour le coup, ont été menés avec Anaplan avec succès et si vous êtes intéressé par, voilà, être mis en contact avec, un de ces clients, n'hésitez pas et on se fera un plaisir de vous mettre en relation avec. Maintenant, si on fait un focus, sur le SNOP, donc Anaplan, pour vous présenter un peu en quelques mots l'approche, c'est une approche, de connected planning. C'est-à-dire qu'on va adresser, des différents processus métiers et on est capable de manière, holistique, c'est-à-dire vraiment faire un big bang et de faire basculer tous vos processus SNOP, dans Anaplan ou de venir les connecter petit à petit, C'est des approches, par exemple, si je prends l'exemple, du groupe Atlantique. Vous voyez pas à l'écran? D'accord. Très dans le vent. Je vais repartager le document. Là, vous voyez l'écran. Est-ce que si quelqu'un voit l'écran, Ouais. on peut, S'il vous vous pouvez plaît. interagir avec le chat. le chat, s'il S'il vous vous plaît. plaît. Si vous pouvez nous rassurer dans le chat si jamais on présente bien l'écran ou pas. Oui, c'est bon. C'est bon. Parfait. Eh ben, on va continuer. Donc, vous aurez la présentation, ne vous inquiétez pas. Les slides sont plutôt jolis, donc vous les recevrez à la suite du webinaire. Si je refais un focus, juste sur les références Sales and Operations, du coup. Donc, au-delà, je veux dire, de la reconnexion, soit en Big Bang, soit petit à petit, de l'ensemble des processus. Donc, il y a vraiment ces deux approches-là qui permettent soit de venir basculer tous vos processus dans un appelant, entre guillemets, d'un seul coup, ou soit de venir connecter et puis de venir créer petit à petit ces processus métiers et de les connecter. L'avantage de tout ça, c'est qu'on peut faire vivre au-delà des processus SNOP, venir des processus financiers pour venir soit alimenter en amont ou en aval l'ensemble du processus métier et faire que tout soit connecté et tout communique en temps réel sur la plateforme. Si je fais un petit focus sur la situation actuelle, je pense que tout le monde est au courant qu'on vit quand même une époque qui est plutôt agitée. Donc ça a deux effets sur les métiers. C'est qu'au quotidien, ils sont obligés de leur activité, d'être capable d'intégrer des choses qui viennent changer drastiquement ce qu'ils avaient planifié en début d'année, leur plan budgétaire, leur plan de production. Donc on doit être en capacité aujourd'hui vraiment de pouvoir replanifier rapidement une activité, de venir calculer les impacts par rapport à un plan, et ça de la manière la plus rapide et la plus fluide possible. Généralement, on va dire les travers auxquels on se heurte sur les paysages SI classiques, c'est que l'information est éclatée. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les ERP, de l'autre côté les outils de prévision de vente, de l'autre côté des outils de production. Chacun de ces outils va avoir de l'information qui est utile justement à cette replanification, mais ces outils ne communiquent pas forcément naturellement entre eux.
Et ce qui va se créer, c'est une espèce de galaxie de petits fichiers Excel avec toutes les difficultés qu'on connaît de mise à jour, de gestion des versions, de partage de l'information. Et cette galaxie de petits fichiers Excel, on va essayer de les connecter, on va essayer avec des recherches V d'un côté, cumuler des informations et finalement calculer et puis replanifier l'activité avec toute la difficulté qu'on peut avoir avec Excel. Donc, ce qu'on veut vous proposer aujourd'hui, c'est une autre vision avec Anaplan et vraiment vous montrer qu'aujourd'hui, avec une plateforme comme Anaplan, on est capable de connecter ces processus-là. Donc, ce qu'on va vous présenter au travers de la démo en mode vraiment connected planning, aussi pour vous illustrer cette approche, c'est 3 applications. Donc, avec, on va dire, une vision d'abord de Sales Forecast, puis de Demand Planning, et ensuite faire redescendre tout ça dans une appli qu'on peut assimiler au RSE carbone, vous montrer comment on peut connecter tout ça. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est des applications qu'on a développées pour de la démonstration. Donc, tout ce qu'on va vous montrer aujourd'hui avec la plateforme Anaplan, c'est quelque chose qui va être personnalisable, adaptable, tant sur les aspects graphiques que sur les règles de gestion. Donc, c'est une approche et c'est des applications qu'on a pensées par rapport à ce qu'on connaît aussi de vos métiers. On essaie de garder sur chacune des briques quelque chose qui soit assez parlant pour tout le monde. Et n'hésitez pas à nous poser des questions de précision tout au long de la démonstration et on tâchera de répondre à vos questions en fin de démonstration. Donc, je vais laisser la main à Guillaume qui va commencer avec la partie Sales Forecast. Du coup, Bonjour à tous. Du coup, je vais vous présenter la partie Sales Forecast. Donc, quand l'utilisateur final va se connecter à Anaplan, il va arriver sur ce dashboard, donc cette première page, sur laquelle on peut voir du coup les 3 parties de notre application Sales Forecast. On a découpé Sales Forecast en 3 parties. La première qui va consister en tout ce qui est préparation des données, préparation du calcul des forecasts, ainsi que la sélection de méthodes de forecast à utiliser pour les calculs et la gestion des nouveaux produits. La deuxième partie va se concentrer plus sur le forecast en lui-même. Par exemple, sur la détection des exceptions à prendre en compte ou non dans le forecast, ou même sur venir contrarier certains mois de forecast à la main, au cas où nous avons besoin de réécrire dessus. Et la troisième partie concernera plus le product owner. Donc, c'est là où il va pouvoir mettre en place des stratégies par produit ou par groupe de produits pour adapter son forecast à son budget, éventuellement, et ensuite, éventuellement, venir comparer des scénarios entre eux et sélectionner le meilleur scénario. Donc, on va commencer par la première partie. Le modèle, le user va venir dans ce premier dashboard qui concerne du coup les data historiques. Il pourra venir importer un fichier d'historique de vente, comme ici, ou on peut aussi connecter ce modèle à un logiciel existant déjà où les données seront stockées, comme SAP par exemple, ou même d'autres logiciels avec Anaplan Connect. Donc ici, nous avons les page selectors qui vont permettre de visualiser des historiques différents ou carrément venir sélectionner le produit dont on veut visualiser l'historique. Une fois que l'historique est importé, nous pouvons venir donc contrarier l'historique si besoin d'override à la main. Par exemple, en prenant ici, en sélectionnant le premier, le Q1 de février, de la fiscal year 2021, nous pouvons venir ici override l'historique soit manuellement, soit de façon automatique. Donc dans notre modèle, la façon automatique va prendre en fait une moyenne, une moving average, donc une moyenne sur les 8 mois avant et après, afin de lisser du coup cet historique. Une fois que l'historique est comme nous le souhaitons, nous pouvons venir accéder à la deuxième page dans laquelle nous allons voir toutes les techniques de calcul de forecast disponibles dans notre modèle.
il y en a une dizaine. La technique la plus efficace, donc selon un des métriques que nous avons mis en place, est automatiquement sélectionnée pour le calcul du forecast. Chaque, dans notre cas, famille de produits a une technique de forecast propre à elle, qui est du coup la plus valide selon notre métrique. Nous pouvons venir réécrire par-dessus cette sélection à la main si besoin. Ici, choisir une autre technique. Et nous avons une petite vue du forecast, donc par famille de produits. Une fois la technique validée, nous pouvons venir carrément réécrire chaque mois à la main, enfin contrarier du coup le calcul, si nous voulons. Nous avons un problème qui peut se poser dans le calcul du forecast, c'est que nous avons besoin d'historique de data, enfin de data historique pour le calculer, car en fait, on va se baser sur les sur les ventes précédentes, pardon. Donc, cela pose un problème pour les nouveaux produits qui n'ont pas d'historique. Pour cela, nous avons mis en place une méthode qui consiste à sélectionner un produit à associer à ce nouveau produit afin d'associer ces ventes précédentes à ce nouveau produit et donc de calculer le forecast du nouveau produit en fonction de l'historique du produit associé. Dans notre cas, donc New Leather Bag, nous avons associé le produit Leather Bag classique qui, lui, a un historique de vente, grâce auquel donc nous calculons ce nouveau forecast. Nous avons aussi mis en place une méthode permettant de simuler les pics de vente au lancement du produit. On a constaté ça chez un de nos clients qui, dès qu'il lançait un nouveau produit, avait un pic de vente de quasiment 3 fois les ventes standards. Donc, nous avons décidé de mettre en place un qui permet de multiplier en fait les ventes pendant une certaine période au lancement du produit. Comme nous pouvons le voir ici, de 40% pendant en fait 3 mois. D'où le pic au début. Nous pouvons ensuite, comme d'habitude, venir contrarier ce forecast à la main. Une fois ces premières pages parcourues, l'utilisateur va pouvoir se consacrer plus entièrement au forecast et à son pilotage. Donc, une première page de revue permettra à l'utilisateur de venir regarder en détail le forecast par produit ou famille de produits. Une deuxième page lui permettra de venir checker les exceptions. Donc, cette page consiste en fait à flaguer des mois qui seraient particuliers et qu'on ne peut pas prendre en compte dans le calcul de notre forecast. Par exemple, si nous avons lancé une opération marketing qui ne se reproduira pas dans les années qui suivent, nous pouvons demander à l'algorithme de ne pas prendre le mois de l'opération marketing en compte dans son calcul d'historique et ainsi notre forecast. Donc, cette détection se fait soit automatiquement via des méthodes que nous avons implémentées, soit, comme toujours, nous avons la possibilité de venir le faire à la main. Une fois que nous avons le forecast que nous souhaitons, nous pouvons venir gérer la fin de vie des produits. Donc, cette gestion de fin de vie des produits consiste en fait à faire tomber le forecast, donc les ventes prévisionnelles d'un produit, à 0. Cela se fait de façon progressive, ici de façon linéaire, mais nous pouvons adapter en fonction du besoin du client. Et cela se fait pendant une certaine période que l'utilisateur va pouvoir venir définir. Donc ici, entre le 1er janvier et le 6/08 2022. Et on voit la courbe du produit, donc des ventes qui diminuent linéairement. L'utilisateur a donc set son forecast et peut maintenant passer à ses stratégies. Dans un premier temps, l'utilisateur va pouvoir venir comparer son forecast, donc le forecast de son produit, des ventes de son produit, à son budget. Donc c'est un budget qu'on viendra en fait, un budget global qu'on ventile nous-mêmes au produit ou à la famille de produits. Ainsi, ça lui donne une comparaison, enfin la comparaison est possible, et il peut venir
ajuster son forecast en fonction de cette comparaison. Donc, c'est ici que rentrent en compte les stratégies. L'utilisateur va pouvoir mettre en place différentes stratégies, que ce soit à la famille de produits ou au produit. Une stratégie consiste en fait à mettre un impact en nombre de ventes, donc soit en unité, soit en pourcentage, sur le produit ou la famille de produits. Il pourra avoir plusieurs stratégies par scénario. Un scénario, tous les scénarios seront enregistrés et l'utilisateur pourra les comparer entre eux et ainsi sauvegarder, entre guillemets, des simulations avant d'en valider une. Donc ici, on peut par exemple voir notre forecast initial, l'impact de la stratégie et donc notre forecast final sur notre leader bag. Une fois ces scénarios créés et choisis, voilà, notre utilisateur pourra venir valider un certain scénario. Donc ici, notre utilisateur aura le choix du scénario. Il pourra en choisir un, le valider. Il faut savoir que nous pouvons faire en sorte que ça soit la seule personne à pouvoir valider ce scénario pour son produit. Ainsi, nous pouvons, entre guillemets, associer un produit à une personne en fonction du login de la personne et autres. Ici, ça aurait été Camille Maurice. Et il peut venir notifier donc ses collègues. Je ne sais pas si... Non, cette fenêtre ne s'ouvre pas, mais ici, quand je clique dessus, vous ne le voyez pas, mais ça ouvre en fait ma page mail avec un mail tout préparé. Et du coup, envoyer en fait le forecast directement à l'application suivante de Demand Planning que Camille Maurice va vous présenter juste après. Merci Guillaume. Alors du coup, je vais récupérer l'écran. J'arrête le portage. Parfait. Donc du coup, ce que vous a présenté Guillaume, c'est vraiment des étapes de Sales Forecast. Donc on va dire vraiment général. Donc n'oubliez pas que chacune des étapes qu'on vous a montrées sont personnalisables, c'est-à-dire que sur les méthodes de lissage, sur les méthodes de calcul du fin de vie, tout ça, on peut l'adapter. Là, ce qu'on a embarqué, c'est vraiment les calculs standards du marché, un peu tous les algorithmes standards qu'on a implémentés dedans. Donc ça, on peut venir l'ajuster avec des méthodes qui vous sont propres. Et tout ça va redescendre en fait dans l'application que je vais vous montrer, qui est l'application de Demand Planning. Donc là, cette première étape a consisté, vous l'avez compris, en des prévisions sur le produit fini. Donc ce qu'on va chercher à faire dans le Demand Planning, c'est d'éclater cette demande au travers des baumes sur des composants et des consommables, du coup liés à la production de ces produits finis. Donc on va encore une fois suivre 3 étapes principales. Donc l'étape de préparation qui vont être toutes les données dont on va avoir besoin justement pour faire cette décomposition en composants et en consommables. Ensuite, toute une vision de gestion du planning pour voir comment ça va se décomposer dans le temps, c'est-à-dire qu'en prenant les différents lead time des produits, les différents temps de transport et d'approvisionnement, quand est-ce qu'on va devoir produire et commander du coup les composants et les consommables. Et enfin, la dernière partie, c'est pour vous illustrer aussi les capacités d'Anaplan sur tout ce qui va être calcul et projection de stock, et ce de manière assistée et intelligente, pour vous montrer aussi comment ça peut s'intégrer dans votre processus et comment ça peut vous permettre d'accélérer le processus au quotidien. Donc si je rentre dans la partie de préparation, on a découpé ça en plusieurs parties. Donc il y a toute la gestion des fournisseurs. Donc ça, encore une fois, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, c'est des choses qu'on peut interfacer avec vos systèmes maîtres, qu'on peut gérer directement dans Anaplan et qu'on peut aussi automatiser. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir saisir un nouveau fournisseur directement dans l'application. Par exemple, si c'est aussi des fournisseurs qui sont pour l'instant pas encore créés dans un ERP ou dans un autre système. Et je vais pouvoir, une fois qu'ils sont créés, venir les associer à des composants et des consommables. Donc ça va être la deuxième partie. En fait, dessus, donc j'ai un ensemble, ici on voit de matériaux bruts et un ensemble de consommables. Sur chacun de ces matériaux, de ces consommables, je vais pouvoir gérer des sources d'approvisionnement. Donc on voit que sur l'ensemble de ces composants, je vais retrouver un ou plusieurs fournisseurs avec des statuts qui me permettent de dire est-ce que c'est mon fournisseur principal, est-ce que c'est une source secondaire d'approvisionnement. Je vais pouvoir gérer aussi toutes les caractéristiques logistiques principales,
du coup les multiples de vente, les minima de vente, le lead time et les temps de transport, liés à tous ces fournisseurs et la même chose, hein, sur la partie consommée. Donc encore une fois, je suis capable de venir m'interfacer avec un système maître s'il y a besoin et je suis capable aussi de gérer, de la donnée directement dans un appelant de manière très flexible et ça vient, mettre à jour en temps réel, hein, l'ensemble du modèle. Donc on va dire que le point central, hein, dans la partie, demand planning, c'est ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la baume. Donc c'est vraiment ça qui va nous permettre, ça vous l'avez compris, de décomposer un besoin en produit fini, en matériaux et en consommables. Donc ce que je vais être capable de faire, c'est de maintenir de manière très visuelle, hein, l'ensemble de ce référentiel, de voir comment est découpé, dans le temps, les différentes étapes de production, de contrôle, de transfert, pour savoir, hein, pour produire une baume, en fait, combien il me faut de temps. Donc là, on travaille en semaines, hein. Aussi, comment va être répartie, la production de telle ou telle baume sur mes différents sites de production. Donc là, on voit que si je passe, d'une baume à une autre, j'ai les infos, qui viennent être mises visuellement à jour en temps réel et je vais pouvoir venir adapter, venir corriger, les compositions, les répartitions de la distribution, sur mes différents sites. Donc là, c'est un parti pris, hein, c'est quelque chose qui est fait manuellement et de manière fixe. Vous verrez dans les étapes suivantes qu'on aurait pu aussi l'automatiser et l'optimiser sous contrainte. Donc ça, c'était la première étape. Donc j'ai préparé mes données et maintenant, à partir de ça, donc à partir, des données qui ont été fournies par la partie sales forecast et à partir des données de référentiel, sur la partie demand planning, je vais pouvoir récupérer les données, bah, qui ont été saisies, en amont et validées, hein. Parce que ce qui va m'intéresser, c'est vraiment de récupérer, le scénario final validé, dans la partie sales forecast. Je vais retrouver, hein, mes différents produits finis et vous voyez qu'en face de chacun de ces produits finis, j'ai la baume qui est associée. Donc si je fais le focus, hein, sur le sac qui était, à l'origine produit et qu'on a fait, dont on a déterminé une fin de vie en 2022. Donc j'ai récupéré ici en bleu clair, hein, donc la partie, vraiment sales forecast. Qu'est-ce que je dois produire et quand, en termes de produits finis et du coup, vous voyez que de manière automatique, ce qui est venu calculer un appelant en fonction des temps, des lead time, des temps de production, des temps de transport, il est venu me calculer les quantités de baume à produire à telle date. Et on voit que si je veux être capable de livrer, voilà, en semaine 27 de décembre 2021, je devrais avoir produit tout ça quasiment un mois avant, en novembre. Donc ça, je suis capable d'aller le voir sur chacun des produits finis et puis comme ça, d'avoir une vision, sur mon planning de production à la baume, où je peux même remonter vraiment au niveau le plus haut et voir mes quantités à produire globales. Donc ça me permet d'avoir le premier niveau de décomposition, donc du produit fini sur la baume. Mais ce qui va m'intéresser, donc c'est plutôt vraiment de descendre au détail, sur le baume forecast. C'est-à-dire que si je passe, voilà, et vous voyez que je peux le voir, hein, par site de production. Donc maintenant, si je passe sur vraiment la vision, des compositions de la baume, ce que je suis capable de faire aussi de la même manière que Guillaume a été capable d'adapter avec des événements, son forecast, je suis aussi capable d'impacter mon planning de production. Par exemple, en ce moment, ça arrive assez fréquemment. J'ai un fournisseur qui ferme. Du coup, là, ça va impacter mon usine nord sur la baume ACC Green. Donc en semaine, si je mets en 2022, par exemple en mai 2022, donc en fait le site va être fermé. Et du coup, ce qui va m'arriver, c'est que je sais que la quantité qu'il devait produire sur cette semaine-là ne va pas pouvoir être fournie. Donc là, je vais en avoir un impact direct sur ma production, je vais pouvoir le simuler. Donc là, on dit qu'il y a 90 unités qui vont manquer sur cette semaine-là, et vous voyez que ça a impacté directement mon planning. Donc là, si je repasse à 0, vous voyez, pour vous montrer que c'est mis à jour aussi en temps réel. Donc je suis capable, voilà, de venir impacter et d'avoir des événements qui viennent impacter mon forecast. Donc ça, c'est mon forecast de baume, et vous voyez que je suis capable aussi, celui-là, de l'avoir au même niveau, vraiment au niveau le plus fin,
en composants et en consommables. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'aussi, et on va rentrer dans le détail juste après, c'est que je suis capable de voir aussi à quel moment je passe sous le stock de sécurité. C'est-à-dire que pour chacun des composants, je vais avoir un nombre de semaines de couverture en termes de production. Et là, on voit qu'à partir de mars 2022, je vais être sous le stock de sécurité. Et donc, dans les étapes d'après, c'est là où je voulais vous montrer aussi qu'on est capable, avec Anaplan, de venir aider vraiment cette partie passage de commande, gestion des stocks. C'est qu'on est capable, dans un premier temps, de gérer des règles d'inventaire, c'est-à-dire que j'ai mes inventaires qui sont remontés, donc là, au 1er avril 2021. J'ai mes paramètres sur chacun des composants que je peux venir ajuster pour avoir le nombre de semaines à couvrir en termes de quantité de stock. Et donc là, si je fais le focus sur le coton, qu'on va regarder tout à l'heure, on voit là que j'ai mon passage sous le nombre de semaines de couverture qui vient assez tôt. Et là, donc, si je joue avec le nombre de semaines, on voit que ça peut venir encore plus tôt si je veux couvrir plus de semaines d'avant. Okay. Et donc, tout ça est calculé vraiment en temps réel. On voit que c'est très intuitif et visuel, pour le coup, de détecter quand est-ce que je passe sur le stock de sécurité. Donc ça, c'est une première information, mais on va dire que ce n'est pas forcément suffisant. Ce qu'on va vouloir savoir aussi, c'est quand est-ce que je dois passer un ordre, justement pour garantir que ce stock de sécurité est garanti. Donc là, si je me replace sur ma semaine de 2022, donc voilà. Donc ce que va faire Anaplan, c'est qu'automatiquement, il va me calculer les différents ordres à passer. Et du coup, je vais pouvoir comme ça, donc là, c'est la proposition d'Anaplan, et je vais pouvoir aller valider, voilà, commande par commande, lesquelles je vais vouloir créer dans le système. Et une chose qui s'est passée, je vais vouloir faire au ralenti, c'est que vous voyez, l'autre chose qu'on peut intégrer directement aussi à ce stade-là, c'est des niveaux de contrôle par rapport aux ordres que je vais passer. C'est-à-dire que je vais pouvoir avoir, par exemple, si je fais une commande d'un montant de 7000, je vais avoir un niveau d'approbation nécessaire de niveau 1. Et puis, plus je vais monter, comme ça, en termes de montant de commande, plus je vais avoir besoin d'un niveau d'approbation élevé. Donc, on peut vraiment intégrer de manière sur mesure les workflows dans le processus de décision, tout en laissant vraiment toute l'attitude à l'utilisateur métier de vraiment passer ses commandes, les générer, de faire ses simulations. Donc, une fois que j'ai fait ma sélection, je vais pouvoir générer les commandes. Hop. On voit que tout a été passé. Et pour le coup, j'ai remis à jour ma semaine avec le bon stock de sécurité. Donc ça, c'est un processus qui peut être manuel et qui va être assez, on va dire, consommateur de temps. Donc pour accélérer ça, il y a des possibilités natives dans Anaplan, et notamment d'utiliser ce qu'on appelle l'optimizer dans Anaplan, qui est un moteur d'optimisation linéaire et qui permet avec une liste de contraintes, de venir automatiquement calculer les commandes optimales à passer. Donc là, ce qu'on va chercher à faire, toujours sur mes semaines, je vais me placer un peu plus loin dans le temps. Voilà, c'est de dire à l'optimizer que j'ai des budgets par site de production, donc je vais pouvoir allouer en termes d'achat. Et ce que je vais lui demander de faire, c'est de placer le maximum d'ordres tout en respectant ces budgets. Donc là, j'ai rentré mes contraintes, je lance l'optimizer, et ce qu'il va faire automatiquement, c'est qu'il allait me placer les commandes de coton là, sur mes différents sites. Et donc, on voit qu'il a respecté la limite. Donc, en prenant en compte les multiples de commandes, en prenant en compte les minima de commandes. Donc, pour rester au budget, il a pu me commander en valeur que 20 900 versus les 30 000 que je lui avais mis comme limite. Et on peut voir aussi en quantité ce que ça représente. Et de la même manière qu'on vous montrait tout à l'heure, de manière graphique aussi, parce que ça peut aider à la décision, on voit comment ça a été réparti sur les différents sites. Je vois qu'on a une question de Monsieur Jacoto. Je vais laisser Camille répondre à la question. Ouais. Alors, donc si 3 niveaux de baume et si c'est le second en rupture, comment se fait l'alerte? Alors, ça, c'est une question en fait à se poser au moment où on met en place la solution, parce que ça va dépendre de ce que vous voulez voir. C'est-à-dire que généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une première vision au produit fini.
Et du coup, l'alerte va remonter à ce niveau-là. Parce que ce produit fini-là, quel que soit le niveau, on sait que s'il y a un niveau qui est défaillant, on est capable de remonter l'alerte au niveau du produit fini. Et ensuite, on peut, dans de l'analyse fine, aussi indiquer quel est le niveau qui pose problème dans ce produit fini-là. Et aussi, dans la logique globale, comme des baumes peuvent être communes à plusieurs produits, c'est-à-dire que des niveaux de baumes peuvent être communs, pas forcément toutes, mais utilisés dans plusieurs produits, le fait d'être défaillant sur un niveau va remonter l'alerte sur plusieurs produits. Et ça, voilà, on est capable vraiment de le remonter, de tout redécomposer et d'agréger l'information au niveau du produit fini et de venir redescendre aussi dans le détail des composants, des consommables, etc. Voilà, j'espère que ça a répondu à votre question. Donc, ensuite, une fois que j'ai passé mes ordres, autre emploi de l'optimizer, c'est sur le planning de production. Donc ça, si je me place sur vraiment l'ensemble de mes sites de production sur l'année 2022, donc je vais avoir un ensemble de contraintes, des capacités de production des différents sites. J'ai un résumé de mon forecast pour voir ce que je dois produire au total. Et du coup, ça va me permettre, voilà, sous contrainte, de savoir comment je vais le produire. Donc là, je pars d'une situation vide. On voit que je produis par défaut rien sur l'ensemble de mes sites. Et là, ce que va travailler l'optimizer, de la même manière qu'il l'a fait sur la partie budget, c'est qu'il va me répartir la production pour atteindre au mieux mes objectifs de vente, tout en répartissant et en garantissant que les sites ont produit en fonction de leur capacité. Et donc là, j'ai un résumé de ce qui va se passer. Donc là, pareil, si je me refais sur l'ensemble, on voit qu'il a réparti plus sur la partie nord, ce qui est normal parce que c'est celle qui est le plus en capacité de produire. Et ensuite, il a tenu compte aussi des contraintes du site Est, en gros, où ils ont vraiment des creux de production, parce qu'ils sont pas, c'est un site qu'on considère pas ouvert tout le temps, en tout cas pas disponible tout le temps pour nous. Et je vais pouvoir aussi avoir le focus sur mon planning de production. Donc là, si je fais un focus là-dessus, donc je vois en temps réel que tous les indicateurs sont au vert. C'est plus pour un contrôle visuel. Pareil, si je veux faire des ajustements à la main, ça me permet de voir aussi là où est-ce que je suis en surcapacité ou en sous-capacité. Là, par défaut, ce que travaille l'optimizer, ça va sortir les alertes au moment où je ne suis plus en capacité de produire. Donc encore une fois, tout ça va être personnalisable. On pourra travailler avec des contraintes spécifiques à vos sites de production, à vos lignes de production. Et aussi, on peut travailler vraiment de manière manuelle pour venir ajuster le résultat produit par l'optimizer. Donc là, on a vu les 2 premières étapes qui étaient j'ai planifié, j'ai fait mon forecast de vente, j'ai décliné ça en plan de production. Et maintenant, ce qu'on va vouloir voir, c'est une fois que j'ai fait tout ça, comment je réconcilie un peu le monde de l'empreinte carbone et comment je fais redescendre toutes ces informations et comment je les exploite pour optimiser ça au mieux. Donc, je vais laisser pour ça la main à Paul. Je te libère l'écran. C'est toi qui laisses mon écran, d'accord ? C'est bon. Là, tu peux repartager. Ok. Bonjour à tous et à toutes. Nous avons modélisé dans Anaplan 2 processus distincts pour l'application carbone. D'une part, on a un calculateur d'empreinte carbone qui va être vraiment spécifique à l'entreprise en elle-même. Et d'autre part, un calculateur d'empreinte carbone qui va être plus en lien avec les 2 applications que nous venons de vous présenter et qui va nous permettre, pour un produit donné, de calculer son impact carbone sur l'ensemble de son cycle de vie. Dans le cycle de vie d'un produit, nous avons pris en considération son intensité carbone, c'est-à-dire l'équivalent de CO2 qu'il faut pour produire les matières premières contenues dans le produit, le transport ensuite des matières premières vers des usines, ensuite le coût carbone de fabrication des produits, et enfin le transport des produits finis vers des points de vente. Il faut savoir que quand on parle d'équivalent CO2, c'est très compliqué d'avoir des chiffres précis.
Typiquement, pour l'intensité carbone, si on prend l'exemple d'un t-shirt qui serait fait 100% en coton, l'équivalent de CO2 pour 1 kg de coton peut vraiment varier en fonction du fournisseur qu'on va choisir. Et le problème, c'est qu'on a rarement l'information sur le fournisseur de savoir quel va être l'équivalent de CO2 des matières premières qu'il produit. Et donc, le but du modèle qu'on a créé dans Naplant, c'est surtout d'avoir des standards. Donc, c'est-à-dire qu'on est allé sur le site de l'ADEME, qui est une agence environnementale française, pour récupérer des hypothèses sur à la fois des processus ou des matières premières, des hypothèses d'émissions carbone. Comme ça, on a derrière nous, on peut faire des hypothèses du coup sur l'impact carbone d'un produit. Du coup, sur le calculateur d'empreinte carbone vis-à-vis des produits, on a 3 étapes. On a une phase de préparation où on vient justement récupérer toutes les données et tous les standards qu'on peut avoir sur le site de l'ADEME. Ça peut être sur un autre site aussi. Dans un deuxième temps, on va calculer les émissions carbone pour les différentes étapes du cycle de vie du produit. Et dans un troisième temps, on a un outil qui nous sert à la fois d'analyse, parce qu'on vient récupérer, on vient faire un récapitulatif sur toutes les émissions carbone sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Et à la fois, ça va être un outil stratégique, parce qu'il va nous permettre de nous aider sur comment réduire globalement son empreinte carbone sur les différentes étapes du cycle de vie des produits. Du coup, sur la phase de préparation, en premier lieu, on va parler d'abord du premier calculateur d'empreinte carbone dont je parlais, qui concerne l'entreprise en elle-même. En fait, le but de cette calculateur d'empreinte carbone, c'était de pouvoir faire un bilan carbone de l'entreprise en elle-même. Et donc pour cela, on a récupéré les principales sources émettrices de CO2 dans le fonctionnement d'une entreprise. Donc on a typiquement, par exemple, l'énergie, donc le coût de chauffage des locaux, le transport des collaborateurs, ou des immobilisations en tout genre. Et donc, du coup, dans un premier temps, on va récupérer les hypothèses, donc par exemple pour le chauffage, pour un type de chauffage, pour un type de locaux, on va venir récupérer un CO2 équivalent au mètre carré. Donc ça, c'est sur l'ADEME. Et on a fait c'est un choix personnel qu'on a fait de le remplir manuellement, mais on pourrait très bien avoir un bouton qui vient récupérer directement toutes ces données depuis une database de l'ADEME. Et du coup, dans un deuxième temps, on vient rentrer ensuite toutes les données qu'on a sur l'entreprise en elle-même. Donc, toujours dans le cas du chauffage, on va récupérer la surface de nos locaux. Donc, par exemple, pour une entreprise qui ferait 600 mètres carrés et le mode de chauffage qui serait l'électricité. Ce qui nous permet, dans un troisième temps, d'avoir le résultat, du coup, par exemple, dans le cas du chauffage, de savoir qu'on aurait un équivalent CO2 qui serait de 15,6 tonnes en équivalent CO2. Et ça nous permet surtout d'avoir en fait ce bilan qu'on voit ici avec toutes les différentes sources émettrices de carbone qu'on peut avoir dans l'entreprise et du coup d'avoir vraiment un rapide coup d'œil. Là, on peut le voir, donc c'est sur les immobilisations, de voir que ça concerne plus de la moitié de nos émissions carbone et donc de prendre derrière des décisions pour dire ça va être cette source-là qu'on veut principalement corriger pour réduire nos... Si je reviens sur la phase de préparation, on a aussi la possibilité, du coup, comme j'ai expliqué, de rentrer toutes les données sur les équivalents CO2 des matières premières. Donc ici, on va pouvoir rentrer pour une matière, donc par exemple pour le coton dont on parlait tout à l'heure, que 1 kg de coton, ça revient à 43 kg équivalent CO2 à produire. Et du coup, grâce à toutes ces données qu'on va rentrer en hypothèse, en standard, on va pouvoir venir calculer dans un premier temps l'intensité carbone du produit, qui est la première phase du cycle de vie. Donc on a accès ici à tout notre portefeuille de produits et on peut du coup en cliquant tout simplement sur un produit souhaité, on peut aussi l'avoir ici dans les sélectionneurs de la page, on va avoir accès à sa composition, donc les matières premières qu'il compose et à quelle quantité de matières premières on a dans un produit. Et on va avoir l'équivalent CO2 de ces matières premières. Et du coup, on va avoir sur le total, on va avoir l'équivalent CO2 qu'il faut pour juste produire les matières premières qu'on a dans ce produit spécialement. Dans un deuxième temps,
on a le transport des matières premières vers les usines. Donc, on va avoir un récapitulatif par fournisseur sur les différentes matières premières qu'ils peuvent fournir. Et on va avoir un récapitulatif sur à la fois les distances que ces fournisseurs ont par rapport à une usine qu'on sélectionne dans les pages sélecteurs, et de savoir quel mode de transport on veut vis-à-vis de cette usine. Et ça nous permet du coup derrière d'avoir, donc là on est sur le cas de la fibre de bambou, de récupérer les informations qu'on a dans l'application Demand Planning et de voir qu'on doit transporter 761 kilos de fibre de bambou vis-à-vis de la demande, et que du coup ça va générer tel équivalent CO2. Pour la production, on a des hypothèses qui sont faites par rapport aux usines en elles-mêmes. On a fait des hypothèses, dans notre cas, on a fait le choix de prendre des hypothèses fixes. Donc, c'est-à-dire que pour une usine qu'on va sélectionner, on va choisir son mode d'énergie, merci. Et on peut choisir par exemple la surface des locaux qui va venir nous calculer un CO2 équivalent, ou directement, on peut, si on connaît la consommation en kilowattheure, on peut venir directement rentrer cette consommation. Et ça nous permet du coup derrière de réattribuer, en fait on va regarder tous les produits qui vont être fabriqués dans cette usine en particulier, et du coup de venir réattribuer pour chaque produit une émission standard par produit. Et enfin, on a le transport des produits finis vers les points de vente, mais qui est assez similaire au transport des matières premières vers les usines. Donc, je ne passe pas plus de temps dessus. Et ensuite, on a du coup la troisième partie, qui est donc sur à la fois analyse et stratégie. On va voir dans un premier temps un tableau récapitulatif par année des consommations unitaires des produits. Donc, c'est-à-dire, par exemple, on parlait tout à l'heure des sacs. Donc, en 2022, on va être sur la fin des sacs, et on voudrait faire rentrer sur le marché un nouveau sac qui serait qui serait moins consommateur en carbone. Et on peut voir qu'en choisissant les bons matériaux, on a pu diminuer, donc sur la partie, on a pu diminuer du coup au global notre intensité carbone. Et on a encore mieux, pour faire les comparaisons, on peut directement venir en choisissant deux produits, donc un produit A qui serait le sac et un produit B qui serait le sac, qui se voudrait moins consommateur en carbone. On peut venir voir les matières qu'ils composent et voir du coup tout de suite en un coup d'œil qu'on diminue drastiquement nos équivalents CO2 pour les matières choisies pour le nouveau sac. Toujours dans l'analyse, on a aussi un récapitulatif, cette fois-ci ramené sur l'ensemble de la production qu'on va avoir sur un produit. Donc, on a toujours le découpage en fonction des différentes étapes du cycle de vie, et on a l'équivalent CO2 total du coup sur l'ensemble des produits qui vont être faits. Par exemple, pour le sac, en 2022, on va avoir l'équivalent CO2 total sur l'ensemble de ces étapes du cycle de vie. Et ensuite, on a des outils stratégiques. Donc, c'est pour aider en fait le RSE à prendre des décisions pour réduire du coup l'impact carbone. Ici, on a pris le cas des transports de matières premières. Il pourrait très bien être appliqué aussi au transport des produits finis. Et donc, on a fait un optimizer. Donc, c'est-à-dire qu'on va récupérer encore une fois les forecasts sur les matières premières qu'on a de l'application Demand Planning. Et on va essayer de venir atteindre ces forecasts grâce aux différents fournisseurs qu'on a. Donc, toujours pour la fibre de bambou, ici, quand on clique sur la matière première, on voit quel fournisseur peut nous vendre la matière première. Et dans le cas de la fibre de bambou, il se trouve qu'on a, par exemple, 3 fournisseurs. On va avoir des contraintes sur leur maximum de production. Ici, on fait à l'année. Et ensuite, on va avoir les différentes informations sur la distance de ce fournisseur vis-à-vis de l'usine qu'on a choisie dans notre page sélecteur. Et ça nous permet du coup, derrière, d'avoir un résultat où l'application va nous conseiller du coup quelle quantité on devrait commander à quel fournisseur pour minimiser au maximum notre empreinte carbone dans le cas du transport des matériaux.
Et du coup, ça nous permet aussi de faire une comparaison avec ce qui est fait dans le demand planning, c'est-à-dire que dans le demand planning, on va essayer d'optimiser le prix du coût de transport des matières premières, alors que dans l'application carbone, on va venir minimiser le coût carbone. Et donc là, typiquement, pour la fibre de bambou, on a 2 propositions qui sont faites. Et on voit que si on voudrait avoir une stratégie plus sur la diminution des empreintes carbone, on pourrait réduire par 20 nos émissions carbone, mais du coup, ça n'aurait un coût global. Il faudrait investir 300 € de plus vis-à-vis de ce qui avait été prévu en demand planning. Je te laisse prendre la suite, Camille. Ouais, bien sûr. Je vois qu'il y avait une question d'Olivier, savoir si c'était possible aussi de mettre sous contrainte la production et les ventes en fonction d'un objectif de réduction de l'empreinte carbone, par exemple, moins de 5% par an. Donc, c'est quelque chose qui est totalement possible de faire. Ce qu'on vous présente sur les optimizers, sur les processus, on peut les ajuster. Pardon. Donc là, on a choisi les contraintes qui vous ont été présentées. Mais par exemple, on pourrait mettre en place, en effet, un objectif, comment atteindre cet objectif de moins 5% par an, tout en essayant de le réconcilier automatiquement avec les objectifs de production. En fait, l'optimizer, entre guillemets, la seule contrainte de cet outil-là, c'est d'avoir un problème qui est linéaire. C'est-à-dire que ce qu'on ne saura pas, par exemple, traiter, c'est si vous avez des prix qui vont évoluer, par exemple, en fonction du volume que vous faites avec le fournisseur. Comme ça va faire un algo qui est plus linéaire, mais qui va avoir des crans, en fait, à chaque fois que vous passez un palier, vous allez diminuer le prix. Ça, on va être obligé de travailler sur un prix moyen. Mais sur un objectif vraiment fixe et linéaire, on est capable de travailler dans l'optimizer et d'appliquer les contraintes que vous souhaitez. Donc, on en a terminé avec la démo. J'espère que ça vous a parlé globalement sur les processus qu'on vous a présentés. Encore une fois, donc, hop, là, je repasse sur la présentation. Donc, encore une fois, c'est des choses qui nous semblaient pertinentes, qu'on a pu rencontrer dans d'autres contextes, sur différents projets. On a essayé de les synthétiser au mieux et de les rendre les plus parlants possibles. Donc, sur tout ça, si vous avez des questions de précision, n'hésitez pas à nous les poser. Donc là, on va être disponible quelques minutes encore si vous voulez poser d'autres questions. Je réaffiche nos contacts, donc n'hésitez pas aussi à nous envoyer des mails ou à nous appeler si vous voulez échanger plus directement. Et du coup, on va tâcher de répondre à ces questions-là. En complément de tout ce qu'on vous a montré, encore une fois, j'insiste, tant sur les aspects ergonomiques que sur les aspects process purs, on est capable de venir ajuster, de venir personnaliser la solution. Là-dessus, Anaplan, c'est vraiment la plateforme idéale pour faire ça, venir ajuster des référentiels, ajuster des règles de gestion et aussi les laisser à la main du métier. Donc ça, vous avez vu tout au long de la présentation, c'est des choses qui ont été faites directement dans l'application. On n'a pas eu à rentrer, entre guillemets, à ouvrir le capot. On reste disponible encore quelques minutes, comme l'a dit Camille, pour vos questions. Donc n'hésitez pas, à poser les questions sur le chat. Pas de questions pour l'instant. J'ai l'impression que ça a plutôt été clair. Ouais. C'est toujours compliqué de poser ces questions. De toute façon, comme l'a signalé Camille, les contacts restent affichés et on vous partagera la présentation afin que vous puissiez nous reposer des questions si vous avez d'autres doutes après la présentation et contacter directement Paul, Guillaume ou Camille si vous souhaitez plus de compléments. On a une question. Donc, peut-on envisager un bilan carbone global pouvant être diffusé aux parties prenantes ? Tout à fait. Donc, il y a une fonction qu'on n'a pas illustrée pendant la démonstration, qui s'appelle Management Reporting, qui nous permet en fait de créer vraiment directement du slideware dans Anaplan pour avoir du reporting et pouvoir le diffuser. Donc là, on peut totalement imaginer que ce que vous a montré Paul sur les différentes étapes du calcul de l'empreinte carbone, on a vu qu'on a pris d'abord quelque chose d'assez général sur l'empreinte carbone de l'entreprise, parce qu'on sait naturellement que c'est des informations où c'est difficile de collecter de l'information vraiment précise. Et après, on est descendu vraiment de plus en plus précis
déjà sur les transports, l'impact qu'avait le transport, l'impact qu'avait la production. Donc ça, on est capable de prendre au moins des hypothèses sur le général et des choses très précises et de venir vraiment tout agréger dans un reporting et qui pourrait être édité automatiquement et diffusé aux parties prenantes. Donc pour le coup, ça vous permet de générer des écrans. Donc, comme vous avez pu les voir, donc on peut aller aussi plus loin sur la personnalisation graphique. Donc en insérant des images, des logos, vraiment être au pixel perfect sur ces reports-là. Ensuite, on est capable de les exporter en PDF et de les diffuser. On a une seconde question qui est combien de temps en moyenne pour implémenter ces applications? Alors, combien de temps en moyenne? C'est toujours la question un peu piège à réaliser. J'ai envie de vous dire, tout dépend de jusqu'où vous voulez aller dans ces processus-là. Les exemples que je peux vous donner, c'est en partant par exemple, de l'application qu'on vous a présentée. On l'a fait chez un client en 4 mois. Donc là, juste la partie Sales Forecast et Demand Planning, avec des petites adaptations. Donc, c'est des choses qui peuvent aller très vite. Après, tout dépend du niveau où vous voulez aller de personnalisation, de workflow, de nombre de restitutions, etc., qui viennent induire de la charge en supplément. Ce qu'il ne faut pas négliger aussi, c'est la montée en compétence de vos équipes. Parce que ce qu'on vous a présenté, et notre objectif, c'est que cette application en fin de projet soit totalement maîtrisée et portée par vos équipes. Donc, c'est quelque chose qu'il faut gérer aussi au long du projet. Et il y a de l'investissement de votre côté aussi sur de la montée en compétences. Donc là, on est capable avec Anaplan de le faire très simplement parce que c'est une plateforme qui s'y prête. Donc, on peut travailler en co-réalisation et vraiment méthodo agile pour vous livrer vraiment l'application et vous montrer les choses tout au long du projet. Et tout ça, on est capable de vous accompagner sur le projet pour monter en compétences dessus. Et pour en revenir vraiment au temps d'implémentation, donc je vous disais, ça peut aller de 4 mois sur on prend les fonctions qu'on vous a présentées, on les déploie entre guillemets telles que avec des ajustements, jusqu'à un niveau de personnalisation et d'intégration de nouveaux algorithmes, de règles de gestion plus complexes, où là, ça peut aller de 6 mois jusqu'à peut-être 1 an sur ce type de projet. Mais encore une fois, c'est une plateforme qui est très agile, qui est facile de faire adapter. Donc, on est capable aussi de fonctionner en mode ce qu'on appelle MVP, c'est de vous livrer les fonctionnalités vraiment cœur de l'application et puis de la faire évoluer au fur et à mesure du temps. J'ai une autre question. Est-ce que l'application empreinte carbone peut être adaptée aisément à d'autres secteurs d'activité? Mon sentiment est que oui. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que là, ce qu'on vous a présenté, on est resté sur l'empreinte carbone de l'entreprise en elle-même, sur des choses génériques qui s'appliquent à tout le monde. Sur la partie transport, transport et production, c'est des choses qui ne vont pas forcément concerner tous les secteurs. Par contre, cette partie-là, faut voir que derrière, c'est un modèle de données. Donc, on pourrait le transposer assez simplement. Donc, plutôt que prendre de la production ou du transport, ça pourrait être une masse salariale où on va évaluer l'empreinte de chaque salarié en fonction, lui, des déplacements qu'il fait ou de ses modes de transport propres. Et du coup, d'avoir ces hypothèses-là qui calculent par employé, par exemple, dans les services, en fonction des déplacements des commerciaux, des choses comme ça, l'empreinte carbone qui est portée par chaque employé. Donc, c'est encore une fois, on est sur une solution qui est totalement personnalisable, c'est-à-dire que rien n'est figé, vous n'êtes pas contraint de rentrer dans le modèle qu'on vous a présenté. Donc, selon moi, c'est quelque chose qui est simplement adaptable. On va dire que le plus compliqué là-dedans, c'est de récupérer la donnée qui vous permet de faire les hypothèses et les calculs. Donc, les infos sur les salariés, les hypothèses qu'on prend en termes d'empreinte carbone. On arrive sur la fin du webinaire. On vous remercie pour votre attention et on remercie du coup Paul, Guillaume et Camille pour la présentation. N'hésitez pas, comme on vous l'a dit, à les contacter. Et puis j'espère que les réponses ont été claires et ont apporté des réponses à vos questions surtout. Ouais, merci à tous et bonne journée. Merci à tous. Au revoir.